Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié sur la problématique de l'allègement dans la filière automobile. Je me présente, Laurent Sagnière, en charge de l'innovation au sein du pôle ID4CAR. Alors, attendez, une webcam vient de s'appliquer. Hop, voilà, je récupère mon écran. Donc, merci d'avoir rejoint ce webinaire qui est conjointement organisé par l'APFA, les pôles de compétitivité automobile. Je vais aller doucement parce qu'on attend encore un bon nombre de personnes. Je vais débuter, mais je sens que les gens qui arriveront un tout petit peu plus tard ne manquent d'informations vitales. En préambule, ce webinaire est co-organisé par différentes structures. La plateforme de la filière automobile, dont la mission est de définir et mettre en œuvre, au nom des constructeurs automobiles, la stratégie filière en matière d'innovation, et les pôles de compétitivité automobile, qui ont pour mission plus localement de développer la compétitivité des acteurs de la filière. Donc quatre pôles de compétitivité automobile qui ont des territoires différents. ID4CAR sur l'arc atlantique, Moveo sur l'environnement parisien normand, Pôle véhicule du futur sur l'est de la France et Cara en Ara. Ce webinaire fait partie d'une série de 7 webinaires qui ont des thématiques différentes. La première thématique électrification a déjà été réalisée le mois dernier. Le prochain sur le groupe motopropulseur se déroulera le 17 juillet. Je vous introduis rapidement le programme de ce webinaire. On va commencer par des enjeux macro autour de l'allègement, des choses que vous connaissez sûrement par ailleurs. Présentation des programmes, des grands programmes en termes d'allègement, la présentation des attentes de la filière qui ont été identifiées par la PFA. Pour aller plus loin, la présentation d'outils mis en place par la PFA qui s'appelle Innovev et des outils d'aide à l'innovation qui sont disponibles. Et questions-réponses avec les intervenants, sachant qu'on va faire une première phase de questions-réponses juste après la présentation de notre intervenant d'aujourd'hui, qui est Jean-Claude Lefour, donc expert leader métal et process au sein du groupe Renault, qui s'exprime au nom de la PFA. Monsieur Lefour, j'espère que vous avez le micro activé. Je vais vous passer la main. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Laurent, vous confirmez? Je confirme, je confirme. Ok, donc on peut y aller si vous passez les slides. Et vous la voyez? Donc je vais commencer par me présenter peut-être parce que tout le monde ne me connaît certainement pas. Donc je suis l'expert leader métaux et procédés du groupe Renault. Donc à ce titre, je chapeaute ou je couvre l'ensemble des innovations, à la fois matériaux métalliques, je précise, puisque j'ai un collègue qui s'occupe des polymères, et des procédés de transformation depuis l'emboutissage jusqu'à la peinture. Donc, alors, la première question à laquelle je vais tenter de répondre, ou en tout cas de donner quelques éléments, c'est quels sont les enjeux de l'allègement et pourquoi alléger? Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Hop. Alors, la masse est un élément important à prendre en compte. Et vous n'êtes pas sans lire la presse ou sans regarder la télévision. Et donc, on voit qu'actuellement, l'industrie automobile est dans une phase d'évolution rapide et sans doute beaucoup plus rapide que ça n'a jamais été. Excusez-moi. Oui. On a un problème pour voir les diapositives. Est-ce que vous pouvez détailler? En fait, on voit un zoom sur une partie des diapositives, mais on n'a pas toute la diapositive entièrement. D'accord. Très bien, je note. Et du coup, alors, et comme ça, est-ce que ça vous paraît plus convenable? Là, on voit très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, on va rester comme ça. Merci de votre remarque. Ok, merci. Donc, j'en étais avec deux types d'évolutions, en gros, qui sont donc rapides et très importantes pour l'ensemble de l'industrie et de l'écosystème qui tourne autour de l'automobile, à savoir des évolutions technologiques majeures. On parle beaucoup de véhicules électriques, de véhicules connectés, de véhicules autonomes, et d'autre part des évolutions également que je qualifierais plus de sociétales,
qui sont les attentes des clients avec l'autopartage, etc., dont on parle également beaucoup. Ça a forcément des incidences importantes sur le produit automobile. Alors, le premier des éléments sur lequel je voulais insister, c'est la diapositive suivante. C'est celle qui est sans doute la plus médiatisée, c'est les contraintes réglementaires liées aux émissions de CO2. Alors, ce qu'on voit sur ce graphe, ou ce que vous pouvez deviner sur ce graphe, c'est d'une part qu'il y a une pente particulièrement marquée donc, au cours des années pour arriver donc, à des émissions tolérées en CO2 qui deviennent relativement faibles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, l'ensemble des courbes que vous avez représente l'ensemble des réglementations sur différentes plaques géographiques. Et donc, deuxième élément important à prendre en compte, c'est que ces normes ont tendance à converger. Et ce qu'on pouvait peut-être se permettre il y a quelques années d'avoir des solutions techniques différentes, je ne sais où, en Inde par rapport à ce qu'on a en Europe, l'Europe étant plutôt précurseur sur ces domaines, avec peut-être la Californie ou d'autres zones géographiques. Aujourd'hui, on ne peut plus en tout cas l'envisager de la même façon, parce que ce soit les normes chinoises, indiennes, Amérique du Sud ou nord-américaines, tout ça c'est en train de converger et l'application de ces normes se fait certes à 1 ou 2 années d'intervalle suivant les pays et les zones géographiques, mais globalement, le trend est exactement le même partout dans le monde. Deuxième type de contrainte, et c'est la diapositive suivante, auquel je voulais aussi me référer, ce sont les contraintes, un autre type de contraintes qui sont à la fois réglementaires et également de l'ordre du rating. Hein. Tout le monde connaît l'Euro NCAP qui fait des essais de crash et des analyses sur les véhicules après crash. Donc les contraintes réglementaires prennent également la même tendance, le même trend que celle concernant le CO2, à savoir qu'elles sont accélérées partout dans le monde et qu'elles ont tendance également à converger, avec quelques nuances de ci, de là. Mais globalement, ça a tendance à converger. Ça a tendance également à multiplier le nombre de types d'impact sur le véhicule. Hein. Vous avez ici une vision complète des différents types d'essais crash qui sont nécessaires pour homologuer un véhicule, ou en tout cas pour lui faire passer les ratings actuels. Et donc ça aussi, c'est en train de converger partout dans le monde. Alors, je vais pas insister sur d'autres évolutions réglementaires, mais sur le slide suivant, je vous donne quelques éléments de pourquoi, du coup, nos véhicules ont une fâcheuse tendance à l'augmentation de la masse. Alors, d'une part, il y a tout ce qui est lié un peu à la fois au design et au sociétal au sens large, avec l'apparition notamment et la multiplication des SUV, c'est les dimensions des véhicules qui augmentent. Donc ça, c'est un fait, il suffit de regarder dans la rue. Donc forcément, augmentation de dimension égale augmentation de masse. Lié à cette augmentation des véhicules, il y a souvent l'augmentation également des tailles des roues. Ici, juste quelques exemples pour vous donner, quand on passe d'une roue de 16 pouces à une 17 pouces, ça fait, suivant les cas, entre 5 et 10 kilos de plus. La partie électrification. Donc, là aussi, quelques éléments de grandeur. Hein. Ça concerne un véhicule de taille moyenne, on va dire type Mégane ou type 308 de chez mes amis de PSA. Donc, un hybride, suivant le niveau d'hybridation jusqu'au ce qu'on appelle le plug-in hybride HEV. Donc, l'ordre de grandeur, c'est plus 125 à plus 300 kg. Donc, là aussi, des évolutions importantes. Juste citer pour mémoire, parce que c'est lié à l'autonomie, qui est également une prestation importante, 1 litre de réservoir, c'est environ 1 kg également. Hein, donc, c'est l'ordre de grandeur. Et puis ensuite, pour le confort, le comportement, on parle également beaucoup de liaison au sol avec des méthodes multibras, des trains multibras, pardon. Et là, par rapport à un essieu rigide ou un essieu souple, ça donne quelque chose qui est de l'ordre d'une vingtaine de kilos. Pareil, côté enrichissement au sens large des véhicules, on a un certain nombre d'éléments là qui aussi apportent, suivant le cas, entre une quinzaine et pour les 4 roues motrices par exemple, 90 kg. Tout ça pour dire que sur un véhicule de gamme moyenne, si on ne fait rien,
juste par l'augmentation, la sévérisation d'un certain nombre de réglementations et les attentes des clients, on a sur un véhicule de moyenne gamme une augmentation de masse d'au moins une centaine de kilos, sans parler des parties PHEV ou EV, où là on est plutôt dans une gamme minimum une centaine de kilos, maximum pour un gros véhicule EV, environ 500 kilos. Donc, et ce qu'on voit quand on fait une analyse concurrence tout véhicule, c'est que globalement, sur ces dernières années, l'évolution a été relativement faible, voire une légère diminution à ISO puissance, évidemment. Donc, plutôt une légère diminution, ça veut dire que jusqu'à présent, les constructeurs, quels qu'ils soient, ont réussi, bon an, mal an, à peu près compenser cette augmentation. Mais on voit que la tendance est à avoir toujours plus, si j'ose dire, et donc il va devenir probablement de plus en plus dur ou de plus en plus cher peut-être de compenser cette augmentation de masse pour sortir des véhicules qui seront à peu près à la même masse à ISO dimension que le véhicule remplacé. Alors tout ça pour dire que nos concepteurs, et c'est un peu le slide suivant, nos concepteurs sont tout le temps confrontés à une équation difficile à résoudre entre les prestations qu'on veut améliorer ou qu'il est nécessaire d'améliorer, par exemple pour des histoires réglementaires, et puis la masse des véhicules. D'autres éléments importants à prendre en compte, en particulier quand on parle de CO2, étant l'aérodynamique et les résistances au roulement, par exemple. Et ici, je vais insister surtout sur la partie masse. Donc, la partie masse, c'est l'équation de la dynamique. Hein. On fera ce qu'on veut. La masse est d'ordre 1. Et donc, il faut, à minima, réussir à contenir l'alourdissement des véhicules et, si possible, aller vers des solutions d'allègement. Slide suivant. Alors, comment ça se traduit ou comment on peut en mesurer l'efficacité? Vous avez trouvé ou vous allez trouver dans la presse des choses un peu différentes de ce que je présente ici. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ça peut être un peu différent suivant les constructeurs, suivant les gammes, etc. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une diminution de masse de 100 kg sur un véhicule diesel gamme moyenne, c'est environ 4 grammes de CO2. C'est environ 5 grammes si on y va à la louche pour une motorisation essence. Hein, il y a à peu près 20% de consommation d'écart. Donc, c'est les ordres de grandeur qu'il faut retenir. Et tout ça pour dire qu'un 1% de réduction de la masse, c'est environ 0,5% d'économie de carburant. Alors pourquoi je dis environ? C'est le graphe que vous avez sur la partie droite de ce slide. Ça dépend évidemment, et on en a beaucoup parlé, des cycles de validation au moment du Dieselgate ou autre, là. Évidemment, ça dépend des cycles de validation qu'on utilise et au-delà des cycles de validation, ça dépend des usages clients. C'est d'abord ça qui nous intéresse, c'est les usages clients. Et vous avez ici une répartition sur 100% de l'énergie consommée, en gros, à quoi ça sert. Et la partie masse, c'est-à-dire vaincre l'effet masse, est représentée en gris clair. C'est la partie basse de ces graphes. Et on voit que c'est évidemment beaucoup plus important dans les embouteillages et dans un usage urbain que dans un usage autoroutier, où là, la partie aérodynamique devient prépondérante. Donc, évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on discute pas mal des histoires de cycle de validation, là, parce que si je le traduis en consommation de carburant, c'est un peu pareil. Ça donne lieu, suivant les types de roulage client, à des variations qui peuvent être relativement sensibles. Toujours est-il que donc les ordres de grandeur sont ceux qui sont présentés ici et que donc il est nécessaire à chaque, pour les concepteurs, à chaque pièce ou à chaque fonction qu'ils dessinent, de songer à alléger ou à minima à ne pas alourdir. Sachant que chaque fois qu'on allège une fonction, on a tendance à dire qu'on allège aussi son environnement. Par exemple, si j'allège la caisse, il est sûr que j'aurai un allègement induit sur les trains, je pourrais éventuellement avoir un allègement induit sur les roues, etc., etc. Donc, on a pour un allègement d'une fonction, on a un allègement induit moyen, là aussi c'est quelque chose d'assez moyenné, hein, de l'ordre de 10%.
Alors, sur le slide suivant, c'est une interprétation un peu identique sur les véhicules électriques. Alors, il traîne ici ou là qu'il est moins important d'alléger les véhicules électriques que les véhicules à combustion interne. Alors, je m'inscris en faux contre cela. D'une part, parce que les véhicules électriques, en tout cas ceux qui sont tout électriques, mais même les hybrides, ça se traduit par l'ajout d'un certain nombre de fonctions, donc le moteur électrique, certes, mais surtout des fonctions batterie, qui, elles, suivant les modèles, vont de quelques dizaines de kilogrammes à, avec le bac et l'ensemble du système, de l'ordre de 500 kilogrammes. Donc, ça veut dire qu'à isopuissance, un véhicule électrique est beaucoup plus lourd qu'un véhicule thermique. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pas parce qu'il y a une récupération partielle d'énergie au freinage qu'on n'a pas également des prestations qui sont impactées par la masse. Alors, les premières d'entre elles, c'est l'autonomie et l'accélération, par exemple. Donc ici, sur ce graphe, vous voyez ce qu'on peut espérer gagner en accélération et ou en autonomie sur un véhicule de petite taille, on va dire, de type Zoé. Donc là aussi, on arrive pour 100 kg, si je me réfère à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les grammes de CO2, pour 100 kg, on arrive à des pourcentages finalement un peu identiques. Hein. On arrive à des chiffres qui sont entre 3 et 5% sur l'autonomie. Donc c'est loin, très loin d'être négligeable, puisque là aussi, l'allègement a une vertu un peu boule de neige, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on allège une partie du véhicule, on peut soit augmenter l'autonomie, soit y mettre moins de batterie, donc gagner la masse des batteries, et ainsi de suite. Donc on rentre dès qu'on conçoit les structures allégées, entre guillemets, on rentre dans un cercle qui est naturellement vertueux. Alors, on a fait chez Renault il y a quelque temps, c'est le slide suivant, un exercice qui s'est traduit par des protos d'ailleurs, d'allègement en y intégrant un peu toutes les idées et toutes les fonctions, quelles que soient, enfin, dans une certaine mesure, les états en termes de TRL de ces innovations. C'est-à-dire qu'on a fait un exercice montrant à l'extrême qu'est-ce qu'on pourrait alléger sur un véhicule complet. Et vous avez ici les ordres de grandeur qu'on a obtenus en multipliant les applications aluminium, en y introduisant du magnésium, des composites fibres longues, fibres de carbone, etc., etc. Et on a joué sur l'ensemble des fonctions du véhicule, à savoir la caisse, l'habillage intérieur et également toutes les parties mécaniques, donc châssis et groupe motopropulseur. Et vous avez ici les différents résultats sommés auxquels on a obtenu. Donc on voit qu'on peut globalement jouer pour quelques centaines de kilogrammes. Donc on n'est pas au bout du chemin de l'allègement, loin de là. Alors maintenant, je vais faire un petit focus, si vous le voulez bien, sur les programmes en cours. Je ne vais pas rentrer de façon très détaillée sur ces programmes, mais juste les citer pour dire qu'il existe quand même, voilà, merci, le suivant même, qu'il existe un grand nombre de programmes aidés et coopératifs qui portent soit sur les matériaux, soit sur les procédés, souvent sur les deux. Parfois sur des multimatériaux ou des assemblages multimatériaux. Donc, vous avez ici un certain nombre d'acronymes de programmes qui, là, sont finis pour la plupart. Donc, avec pas mal de choses qui portent sur les composites, alors parfois dédiés sur des pièces. Hein, c'est le cas d'un programme sur les sièges dont le leader était Faurecia. Allegria est un programme plutôt aluminium avec des velléités d'arriver à introduire des aluminiums à très haute résistance de la série 7000 par exemple, et pas mal de choses qui portent aussi sur les process composites notamment, avec des objectifs d'arriver à des temps de cycle et des coûts, les deux étant liés, et des investissements, là aussi, tout ça étant lié évidemment, qui soient compatibles avec des grandes cadences automobiles, des cadences de 30 véhicules heure ou plus. Hein. Donc,
ces différents programmes sont des programmes qui sont aujourd'hui finis pour ceux qui sont présentés ici, mais qui se continuent pour une part pour amener les technologies ou les innovations qui ont été traitées dans ces programmes d'un niveau de TRL que vous voyez ici obtenu à 4 ou 5 à un niveau d'au moins 6 ou 7 qui nous permet ensuite à l'intérieur des sociétés d'imaginer un développement jusqu'à un niveau d'industrialisation. Donc ça, c'est une partie des programmes. Une autre partie des programmes que je souhaitais citer, c'est le slide suivant. C'est ceux qu'on mène avec les IRT, Jules Verne et M2P. Les programmes précédents, comme ces programmes-là, d'ailleurs, je suis aujourd'hui le représentant de Renault, mais ce sont pour la plupart des programmes communs, également avec PSA, et avec un certain nombre d'équipementiers français ou de sociétés françaises, en tout cas, pour arriver à développer ces technologies et les amener à un niveau proche de l'industrialisation, hein, c'est ce qu'on souhaite. Les programmes IRT cités ici sont également soit des programmes composites, soit des programmes multimatériaux. À titre d'exemple, Pyramide porte sur des assemblages multimatériaux. Donc là, cette fois-ci, on mixe de l'aluminium et du composite, de l'acier et du composite. Le but de jeu étant de trouver et d'optimiser les méthodes d'assemblage et de les optimiser à la fois sur l'aspect industriel et également sur l'aspect collection de données pour permettre la simulation des résultats et la simulation des propriétés en service quand c'est le cas. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez un certain nombre de choses assez importantes. L'intérêt de ces programmes joints, c'est de pouvoir y associer les constructeurs bien souvent, ou en tout cas des entreprises de grande taille, avec des PME, des TPE, voire des startups. Il faut trouver le bon consortium pour que ça fonctionne au mieux, mais il n'y a pas, a priori pas d'interdit dans ce genre et pas de limitation même du nombre de coopérants dans ce genre de programme. En général, les résultats sont partagés, orientés et partagés de façon consensuelle. Charge après à chacun d'appliquer ou pas, suivant à la fois son domaine de responsabilité ou son domaine d'interaction avec le véhicule, et également ses possibilités ou ses velléités en termes de stratégie industrielle. Deux programmes, juste sur le dernier slide sur cet item, deux programmes qui sont actuellement en cours de montage ou un peu montés et en passe d'être labellisés. Donc, celui qui s'appelle AM2 chez PSA est un programme un peu parallèle qui s'appelle ISA3 chez Renault, qui porte cette fois sur plutôt l'industrialisation grande série, on va dire, de l'aluminium, avec un certain nombre de voies à développer que j'ai résumé ici, hein, donc, à savoir introduire tout ce qui était façon d'optimiser, façon de dessiner donc les règles de conception sur l'aluminium, avoir également de disponibles tous les procédés d'assemblage aluminium-acier ou aluminium-polymère, aluminium-composite, avoir des mix donc, de matériaux, travailler aussi les procédés spécifiques à l'aluminium, hein, l'emboutissage de l'aluminium. Ce n'est pas équivalent, vu notre expérience actuelle, à ce qu'on sait faire de façon aujourd'hui journalière sur l'acier, même si on le fait également sur l'aluminium. Aujourd'hui, on a encore pas mal de choses à apprendre. Et puis, comme je l'ai dit, eux aussi, la simulation, la modélisation sont particulièrement importantes. Donc là aussi, il faut savoir alimenter les codes de calcul. Et bien entendu, à chaque fois, on optimise également le coût. Et chaque fois qu'on se pose la question de l'introduction d'un nouveau matériau, quel qu'il soit, tout l'aspect recyclage et recyclabilité doit faire également partie du domaine de jeu. Dernier point de mon intervention, c'est le slide suivant, c'est les axes d'innovation. Donc le titre là, excusez-moi, c'est du copier-coller malhabile. C'est les axes d'innovation tels qu'ils ont été
identifiés au sein de la PFA. Donc, c'est la mise à jour 2018. Donc, il y aura peut-être une légère mise à jour 2019, mais grosso modo, les axes resteront les mêmes. Et ceux auxquels je faisais allusion dans le début de mon intervention, c'est ceux qui concernent surtout le rendement véhicule et les procédés d'assemblage. C'est là où les items liés à l'allègement interviennent le plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, qu'il n'y en a pas également dans les autres regroupements qui ont été faits sur les besoins d'innovation, mais c'est là qu'on essaye de les concentrer. Alors, j'ai juste repris quelques fiches des besoins d'innovation de la PFA, lesquelles fiches sont disponibles sur le web de la PFA de façon exhaustive. Donc, il y en a, je ne sais plus combien, de l'ordre de 80, un peu plus de 80. J'ai juste repris celles qui étaient spécifiquement liées à l'allègement ou au procédé concourant à l'allègement. Donc, il y en a une qui s'appelle allègement, donc qui reprend un certain nombre de thèmes que j'ai évoqués précédemment. L'une des choses importantes, c'est d'arriver à développer des composites, et en particulier des composites fibres de carbone à bas coût, alors relativement bas coût, hein, ça restera évidemment plus cher que l'acier traditionnel, je dirais. Néanmoins, le gain potentiel étant important, on se doit d'étudier ces solutions et de les amener à des niveaux où on saurait les industrialiser avec les contraintes de l'automobile, donc que j'ai déjà cité, temps de cycle notamment. Donc, une fiche allègement, la fiche suivante, s'il vous plaît, je ne sais plus dans quelle ordre je les ai mis, ouais, toutes celles qui concernent les nouveaux matériaux. Donc, nouveaux matériaux n'est pas forcément uniquement synonyme d'allègement, mais bien souvent quand même, on essaye de combiner nouveaux matériaux et allègement, en particulier, donc, comme je l'ai évoqué, composite et introduction plus massive qu'actuellement de l'aluminium. Ça fait partie de ce chapitre-là. Chapitre suivant, je pense que c'est ce qui concerne les procédés, oui, les assemblages multimatériaux. Je l'ai également évoqué. Si on introduit soit des composites, soit de l'aluminium, il est clair que sur une caisse acier, il va falloir assembler cela. Et donc, ça nécessite des procédés d'assemblage qui ne sont pas aussi connus ou pas aussi traditionnels que ceux qu'on utilise habituellement. Hein. La soudure acier, ça marche pas trop mal. Donc, il faut ici envisager plutôt du rivetage, du collage, etc. Et donc, il faut savoir à la fois industrialiser ces technologies et aussi, au préalable, savoir dimensionner les éléments avec les données relatives à la tenue de ces assemblages. Dernier point que je voulais évoquer, c'était, alors c'est pas directement de l'allègement, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte également dès qu'il s'agit de faire des évolutions de matériaux, c'est tout ce qui est empreinte environnementale. Là aussi, je l'ai évoqué un peu plus haut. Aujourd'hui, on ne peut envisager un changement de matériaux quasiment quel qu'il soit sans réfléchir à sa partie, à minima, à sa partie recyclage, enfin recyclabilité et recyclage. Donc, j'ai juste signalé cette fiche, même si elle n'a pas un lien direct avec l'allègement, en fait, elle fait partie du scope global qu'il nous faut regarder. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais essayer d'être aussi concis que possible. Je crois qu'on va vous parler maintenant un peu des différents sujets et être possible. Et je reste à votre disposition, bien entendu, pour des questions juste après. Très bien, merci Monsieur Leflour. On peut se permettre peut-être un premier jeu de questions-réponses si vous souhaitez. Donc le fonctionnement, c'est que vous posez, les différents participants posent leurs questions via le chat. Et après, je fais office de modérateur pour que justement Monsieur Leflour puisse y répondre. En attendant la première question sur la technique, moi j'en ai une. Est-ce que vous pouviez expliquer rapidement la logique de raccordement véhicule avec tout ce que ça implique en termes de processus, de crash et compagnie, qui vise par exemple à l'intégration d'une techno innovante dans vos véhicules à terme? Vaste question.
Vaste question. Donc aujourd'hui, pour introduire une innovation, on a un processus d'introduction en projet. Il est nécessaire, en tout cas chez Renault, il faut qu'il ait un niveau de maturité suffisant pour le faire rentrer en base dans un projet véhicule. Et là, on est entre 3 et 4 ans avant la date de sortie du véhicule. Donc, il faut qu'on ait déjà un niveau de maturité suffisant. Et ensuite, on a à élaborer un plan de validation spécifique en fonction de l'analyse de risque qu'on aura faite, qui elle aussi sera du coup spécifique. On fait un plan d'analyse de risque, on fait donc un plan de validation spécifique et on suit tout au long des phases de développement du projet et jalon par jalon, on suit l'évolution de ce plan de validation. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais après, il faudrait prendre quasiment un exemple précis pour D'accord. détailler beaucoup plus. D'accord. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait effectivement généralement 4 ans entre la proposition d'une innovation et sa réalité en concession. La proposition d'une innovation suffisamment mature en plus. C'est-à-dire que si je reviens sur les histoires de TRL, hein, qui est une façon de coter finalement le niveau de maturité des innovations, on ne partira pas, nous en tout cas côté Renault, hein, on ne partira pas en projet avec un TRL 3 ou 4. Hein. Et c'est pour ça qu'on a les différents programmes que je vous ai présentés, là, et notamment les programmes avec les IRT, où on a la volonté d'amener l'innovation d'un niveau de TRL 3, qui est du niveau idée validée en labo, on va le dire comme ça, à un niveau 6 ou 7, qui est un niveau pré-industrialisation. Et l'intérêt des IRT, par exemple, c'est de disposer de plateformes industrielles ou pré-industrielles qui nous permettent justement d'évaluer de façon assez fine les risques et de lever ces risques. Donc, on introduit en projet plutôt quelque chose qui a un niveau TRL supérieur ou égal à 6, en tout cas, supérieur ou égal à 7. Ok, très bien. Je vois que Alors avant, ça ne nous empêche pas de travailler sur des TRL plus faibles. Hein. C'est soit les programmes coopératifs que j'ai cités, soit même des idées innovantes avec des startups, mais ça se fait dans ce cadre-là un peu hors projet. Enfin, hors projet, véhicule défini. D'accord. Je vois que l'Assemblée est encore un peu timide au niveau des questions, donc je vais poser la suivante. Renault a une stratégie multi-continent, multi-plaques. Est-ce que vous avez des problématiques spécifiques sur chacune des plaques géographiques? Spécifique. Alors, si je reviens sur les innovations, une innovation, ça démarre forcément sur une plaque, mais on a la volonté de les introduire aussi vite que possible sur les autres plaques, en tout cas si on industrialise le même véhicule. Donc, il peut y avoir des contraintes qui sont liées à des contraintes, par définition, une innovation, elle est unique au départ. Et donc, il peut y avoir des contraintes qui sont liées au multisite d'industrialisation, ça, c'en est une. Sinon, si c'est vu du besoin, effectivement, on a aussi un certain nombre de prestations qui peuvent être à adapter en fonction des plaques et des pays de commercialisation. J'ai en tête le carburant, par exemple, pour l'Amérique du Sud. Hein. On a plus d'éthanol et donc il faut qu'on fasse un certain nombre d'adaptations dans nos moteurs pour que, effectivement, ça corresponde aussi à des contraintes locales. Et je crois que la première des contraintes, quand même, côté innovation, c'est d'en disposer suffisamment vite worldwide. D'accord, d'accord. Je laisse 2 minutes pour que d'autres éventuelles questions arrivent via le chat. Bonjour. Bonjour, je me permets d'intervenir parce que je vois pas mal de questions concernant la valorisation Oui. du, Alors, est-ce du que vous gain au pouvez kilo passer de via le CO2. chat Donc, je si pense que ça vous dérange pas? c'est sur le chat. Donc, C'est sur le chat, alors attendez. ça, je coupe mon micro à nouveau. Ok. Ah oui, effectivement, il y a une question. Ah oui, effectivement, j'ai eu tout un paquet de questions qui vient d'arriver en même temps, qui n'étaient pas affichées à mon écran, je m'en excuse. Alors,
Je lis texto, j'aurais souhaité savoir si Renault était intéressé par des applications d'autres types de matériaux, fibres naturelles, et quelles sont les contraintes d'une telle application. La réponse est oui. On en a déjà des fibres naturelles. Les contraintes, elles sont les mêmes que pour toute innovation, hein. Donc, ça passe par c'est ce que je tentais d'expliquer juste au début, là, ça passe par un cycle de validation qui peut être spécifique si on ne les connaît pas. Après, on peut déjà avoir fait une partie du chemin, hein. Donc, bien sûr, oui, ça rentre dans les aspects environnementaux au sens large, hein. On a d'une part à la fois des contraintes et une volonté d'avoir le plus gros taux de recyclage possible, pas de recyclabilité, hein, de recyclage, de recyclabilité aussi, mais la recyclabilité, c'est je dirais, plus facile que le recyclage. Euh, mais on a aussi, en plus de cette contrainte-là, la volonté d'être de plus en plus environnement friendly. Donc, tout ce qui est effectivement fibre d'origine naturelle, oui, ça nous intéresse. D'accord. Autre question, quelle est selon vous la place de l'impression 3D dans l'innovation pour l'allègement? C'est évidemment des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, la limitation, parce que liée à l'optimisation topologique et donc le fait qu'on puisse s'autoriser des dessins qui sont infaisables par des procédés classiques type fonderie, forge ou autre, ou emboutissage, ça nous amène potentiellement des solutions d'allègement qui ne sont pas atteignables via les procédés classiques. Donc forcément, on s'y intéresse. La limitation majeure actuelle, c'est la productivité des systèmes. C'est que les temps de cycle aujourd'hui sont difficilement compatibles avec des grandes séries. Donc, vous le verrez apparaître, ou vous l'avez vu apparaître, hein, si vous faites un peu de recherche biblio, vous verrez des pièces qui existent chez les différents constructeurs, plutôt petites séries, éléments de style, enfin des choses comme ça, des pièces mécaniques, je dirais majeures sur la structure. À ma connaissance, il n'y en a pas trop dans la rue actuellement. En grande série, sont en petite série, c'est pareil, vous pouvez trouver des charnières, des choses. Chez BMW, il y a un élément sur toit ouvrant. Enfin, ouais. Il existe quelques pièces qui sont aujourd'hui plutôt de taille assez modeste, mais qui sont assez représentatives, je pense, de ce qu'on peut imaginer atteindre en utilisant la fabrication additive. Très bien, merci pour votre réponse. Autre question, c'est des choses qui ont été un peu abordées en amont, mais existe-t-il une valorisation du kilogramme économisé? Oui et non. Ce qui a été annoncé il y a quelque temps, là, c'est que jusqu'à 3 euros du kilo, grosso modo, on prenait, hein, que ce soit par PSA, par Renault, je crois qu'on a annoncé à peu près ces chiffres-là. Après, évidemment, ça dépend un peu de la gamme véhicule. Donc, c'est des chiffres qui sont susceptibles d'être un peu amendés. Ceci dit, on est au niveau de quelques euros du kilo quand même, hein. C'est-à-dire que les solutions, j'ai un peu insisté par exemple sur les solutions composites fibre de carbone aujourd'hui, c'est que toutes les pièces qu'on envisagerait aujourd'hui sont assez largement au-dessus de 10 euros du kilo. Donc au-delà, en tout cas chez Renault, au-delà de 10 euros du kilo, on a du mal à l'envisager sur un projet. En dessous, il peut y avoir une certaine marge de négociation. En dessous de 3 euros du kilo, normalement, on devrait appliquer de façon automatique, j'aurais tendance à dire. Après, si on parle d'un bas de gamme ou si on parle d'un véhicule niveau espace, c'est pas tout à fait pareil, évidemment. La valorisation pour les véhicules électriques peut être aussi un peu plus discutable, puisque là, les économies, certes, ça se traduit quelque part en grammes de CO2, mais l'économie principale serait une diminution de la batterie. Et les éléments de batterie aujourd'hui ont également représentent un facteur coût très très important
sur le prix de revient du véhicule, évidemment. Donc, tout élément de batterie qu'on saurait gagner, là, permet de remettre un peu d'argent, si j'ose dire, sur l'allègement. Mais avec cette fois-ci, donc c'est pour ça que c'est difficile de parler en euros au kilo. En fait, il y a des effets de seuil après. Hein. D'accord. J'ai un bon nombre de questions qui viennent d'arriver, effectivement, donc je vais les enchaîner pour qu'on puisse y répondre et rester néanmoins dans le timing. Quelle sera selon vous la part du multimatériau? Sur quoi si on parle de la caisse, c'est déjà effectif si on considère que le multimatériau, c'est de l'aluminium et de l'acier. L'introduction des composites, c'est pareil. On a quelques exemples aujourd'hui. La principale limitation, si on parle des composites fibres de carbone cette fois-ci, on y revient, c'est le coût. Sinon, aujourd'hui, dans une caisse comme sur des habillages, on est déjà multimatériaux. Et là, alors pas toutes les pièces, mais il y a quand même beaucoup de pièces dans la construction sur lesquelles il peut y avoir un certain challenge entre les matériaux, dès aujourd'hui. À titre d'exemple, on a des haillons en polymère aujourd'hui sur la plupart de nos véhicules. Donc avec une peau polymère et une doublure qui est un composite fibre courte. Donc ça existe aujourd'hui. Et question Les sous-jacente, capots. quelle est votre clé de tri pour ces matériaux? Pardon, je sais pas. Une question sous-jacente, quelle est la clé de tri pour justement la sélection de ces matériaux? Coût-performance. C'est toujours un compromis, un choix et un dessin, c'est toujours un compromis. Alors après, suivant les pièces, le type de contrainte n'est effectivement pas le même. Si je reviens sur mon exemple de haillon, c'est sûr que le design devient également une préoccupation importante. Et donc, on peut espérer que le polymère nous donne à nos designers une liberté que ne permet pas l'emboutissage d'un haillon acier, par exemple. Mais après, c'est pièce à pièce. Donc, suivant les pièces, donc, il peut y avoir des contraintes design. Il y a des pièces qui travaillent plutôt au choc. Il y a des pièces qui travaillent plutôt en fatigue. Donc, à chaque fois, c'est à regarder sur une pièce ou une fonction donnée. Mais il est rare, hein, quand on fait, ne serait-ce que l'analyse concurrence, vous démontez toutes les bagnoles sur un segment donné, vous allez obtenir des solutions de dessin et des solutions matériaux qui peuvent être assez différentes pour une fonction qui, vue du client, est quasi identique. Une prestation qui peut être différente, hein, mais une fonction qui est quasiment identique. Je ne sais pas si je suis clair. Prenez un train. Les trains, vous pouvez trouver des porte-fusées fonte, des porte-fusées acier, des porte-fusées alu. D'accord. On a une question sur la recyclabilité du multimatériau. Est-ce que vous avez déjà anticipé justement ces problématiques de séparation de matériaux pour la recyclabilité? Il faut que ça soit démontable à minima. D'accord. Donc, ça veut dire que ça a une importance sur les procédés d'assemblage, oui. Alors, démontable, ça ne veut pas dire démontable avec un tournevis, hein, ça peut vouloir dire arrachable. Hein. Mais il faut qu'on sache, à un moment donné, séparer les matériaux et éviter de polluer, de faire un tri suffisamment fin pour éviter de polluer un matériau par un autre. Du coup, baisse considérablement la valeur du matériau pour le recyclage. D'accord. Autre question, est-ce que l'allègement concerne également les batteries et le câblage haute tension? Est-ce qu'il y a des travaux ou est-ce qu'il a envisagé des travaux sur ces sujets? Oui,
Oui, enfin la batterie, évidemment, la batterie est un élément important en termes de coût, est un élément majeur en termes de masse. Donc tous les travaux sur le matériau batterie et qui pourraient conduire à des allègements, bien sûr qu'on est dessus. Ensuite, toujours sur la batterie, le bac batterie est lui-même un élément important. Sur un véhicule 100% électrique, le bac batterie, c'est une centaine de kilos, voire plus, hein. Donc là aussi, tout ce qui est allègement potentiel est regardé de près. Sur la partie câblage haute tension, je dirais le premier facteur, c'est d'éviter de mettre des kilomètres. Vous gagnez de la masse de cuivre juste en optimisant la partie architecture des véhicules. C'est le premier gain. Et puis ensuite, effectivement, on regarde aussi des câblages aluminium, oui. D'accord, d'accord. Autre question sur l'utilisation, ou en tout cas le retour d'expérience concernant les bioplastiques et l'utilisation de plastique recyclé. Joker, je ne suis pas spécialiste des polymères. Je sais qu'aujourd'hui, on a quelques pièces en polymère recyclé et on pousse plutôt à utiliser du recyclé là où on peut le faire. Je pourrais guère vous en dire plus parce que c'est pas mon domaine. Je suis désolé. Je pourrais demander à vos collègues de vous faire une réponse un peu plus détaillée, mais moi j'en suis incapable. C'est noté. Dernière question, question bonus, on va l'appeler. Quel est le degré de mutualisation de travaux entre Renault et Nissan? Le degré, pardon, De mutualisation des travaux sur l'allègement entre Renault et Nissan. euh, on a un partage des thèmes pour être sûr qu'on travaille bien les mêmes axes. On a un bout de partage des actions quand elles se rapprochent de l'industrialisation. Et on a des programmes. Les programmes que je vous ai présentés, là, sont des programmes pour l'essentiel franco-français où il n'y a pas de Nissan là-dedans. D'accord, Ça ne veut pas dire que par eux-mêmes, au Japon, ils ne travaillent pas les mêmes sujets, hein. d'accord. Ok. Donc, il y a le minimum, c'est un partage des thèmes. Ce n'est pas forcément un partage des actions détaillées, et pas forcément un partage de la santé. D'accord, très bien. Bah écoutez, Après, quand on dessine un sous-bassement ensemble, nécessairement, on prend en compte ce que l'un ou l'autre pourrait apporter en termes d'idées d'allègement. d'accord. Écoutez, merci en tout cas pour ces réponses. Ça sera la dernière, la dernière question et la dernière réponse. Pour vous libérer à l'heure, je vais prendre 5 minutes pour clore ce webinaire. Alors attendez, je vais faire une petite manip. Hop, hop, non, c'est pas ça. Hop. Pour aller plus loin, on a beaucoup parlé d'innovation, on a parlé de besoins. Globalement, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez deux types d'outils qui peuvent vous être offerts. Le premier, c'est la plateforme Innovev qui a été mise en place par la PFA et qui va avoir deux fonctions. La première, c'est consulter les besoins d'innovation, où vous pouvez retrouver les 80 fiches issues des groupes de travail de la PFA sur les besoins d'innovation pour les années à venir. Et si vous souhaitez proposer votre innovation, vous avez un onglet qui vous permet justement de soumettre votre proposition à la PFA. La PFA est encore une fois rassemblant les différents constructeurs automobiles et les grands équipementiers français. Donc ils seront traités et relayés vers qui de droit. Ça, c'est comment j'arrive à justement identifier des besoins d'innovation. Si votre besoin étant plutôt sur du financement, il y a tout un tas de dispositifs d'aide publique à l'innovation qui sont disponibles, qui sont ouverts aux PME comme aux grands groupes, avec des modalités qui sont cependant différentes. Mais globalement, je voulais vous dire deux mots sur les capacités, justement, les possibilités de financement d'innovation qui vous sont offertes.
Si vous êtes groupe, vous avez plutôt, si vous êtes PME, pardon, vous avez plutôt des échelons régionaux qui peuvent être intéressants. Où globalement, on est sur des budgets qui sont inférieurs à 1 million d'euros. Après, chaque région va avoir des spécificités, donc le mieux, ça sera dans ce cas-là de venir à la rencontre du pôle de compétitivité automobile de votre territoire qui saura vous orienter. Si vous êtes sur des projets qui sont de plus grosse envergure ou si vous êtes groupe, ça vous amène quasiment systématiquement à passer par des projets qui sont, eux, nationaux, voire européens. Vous avez différents types de projets, d'appel à projets. Il y a notamment ADEP qui est ouvert là au niveau de l'ADEME et le PSPC Région qui va sortir dans les jours qui viennent et dont le dépôt sera le 11 septembre. Donc, si vous avez des projets collaboratifs, en tout cas des idées dans les tuyaux, et qui correspondent à différents sujets qui vous étaient présentés plus tôt par ailleurs, et que vous souhaitez éventuellement solliciter la participation des constructeurs automobiles, je vous invite à prendre contact avec l'un des 4 référents des pôles de compétitivité automobile, suivant votre territoire. Et globalement, ces référents ont pour mission d'aider votre démarche d'innovation par la mise en contact et par le support aux candidatures au financement de l'innovation. Ceci conclut notre webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous allez avoir les présentations, en tout cas une version allégée de ces présentations qui vous seront envoyées par mail. Et nous vous donnons rendez-vous le 17 juillet pour le prochain webinaire sur les groupes motopropulseurs. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et encore une fois, au plaisir d'échanger avec vous en direct sur vos problématiques d'innovation. Au revoir.